Bonsoir, bonjour à vous, mes chers compatriotes. Nous sommes aujourd'hui tôt le matin, je crois les 2 heures du matin. Ici, en ce jour du novembre le 23, le 30 novembre, nous sommes dimanche, bon dimanche à tous. Voilà, je vous souhaite le meilleur ce jour. Bien, je voudrais revenir rapidement sur ce premier travail de cette journée. Je voudrais revenir rapidement sur l'interdiction de la convention du MRC, et particulièrement sur les propos qui ont été proférés par l'un de ces politiciens, c'est quoi, M. Zongan, qui aurait reporté une de ces conversations avec des officiels du régime BIA. Voilà, donc je voudrais juste commenter ça tout petit peu parce que les propos que Zong a sortis sont préoccupants. D'abord son analyse personnelle et également les propos qui ont été rapportés, qui ont été proférés par ces gens du régime sont préoccupants. Ça mérite l'objet d'une analyse et d'une interprétation appropriée. Et voilà. Donc, je vais donc aller immédiatement là-dessus sans perdre beaucoup de temps. Il faut qu'on travaille, voilà, parce qu'on a d'autres choses à pouvoir couvrir. Donc, je vous l'ai dit, mes frères, mes sœurs, compatriotes camerounais, on nous a dit que la convention du MRC a été interdite pour des raisons administratives ou de sécurité. Mais il faut qu'on soit clair, ce n'est pas une question de procédure, mais c'est une question, à vrai dire, de pouvoir. Le vrai motif ici, c'est d'empêcher Mori Kamto de se relégitimer comme leader. Parce qu'il faut le reconnaître, Maurice Kamto, après avoir été mis au banc en 2018, mis au banc également cette année, et avec la émergence de circonstancielle de Issa Chiroma, et qui a montré justement qu'il avait les capacités d'être un leader conséquent. Et voilà, donc il faut l'honnête, monsieur Kamto a perdu un peu voilà, de sa prestance, voilà, c'est ça. Et je doute ses efforts récents de revenir maintenant, parce qu'il y a une espèce de vacuum qui a été créé avec l'exil du Chiroma, de se réinsérer dans le jeu et pouvoir garder justement sa prééminence voilà, sur le plan politique. Mais le gouvernement ne veut pas le faire. Le gouvernement ne veut pas, justement, veut l'enterrer complètement. Et c'est cet effort qui vont continuer dans les mois et les années à venir. Mais moi, ce qui est très occupant dans ça, c'est pas simplement, je vous ai dit, j'aime pas trop m'attarder simplement sur les personnalités. Mais ce qui est préoccupant pour moi, c'est que s'il y a cette manœuvre, cette consistance dans l'effort de pouvoir, désenfranchise, de pouvoir mettre à l'écart une grande partie de la population. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, il me semble-t-il, c'est que Maurice Kamto représente, parce qu'un leader politique est l'expression, est la face visible, voilà, des millions et des milliers de personnes, ou bien des centaines, ça dépend. Donc voilà, dans le cas de Maurice Kamto, puisque c'est le leader, bon, maintenant que Issa Chiroma s'est l'idée, il faut dire le deuxième, c'est le poids politique, et il représente la majeure partie du temps les gens de l'Ouest, les gens du littoral, et quand je dis même les gens, je prends le Grand Ouest. C'est ça la vérité. Donc, l'effort du régime en place, en mettant le leader en face, senti de mettre à l'écart la voix de tous les originaires de l'Ouest, de la majeure partie des originaires de l'Ouest, il faut le dire. C'est vrai, on peut avoir un pourcentage, voilà, et tout, mais il faut le reconnaître. La majeure partie des originaires de l'Ouest, la majeure partie des originaires du littoral, la majeure partie des originaires du sud-ouest et probablement du nord-ouest. Ça, c'est la réalité. Donc, voilà de quoi il s'agit. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, il s'agit de relégitimer, d'empêcher Moïse Kamto de se relégitimer comme leader et bloquer ici la mobilisation symbolique qui pourrait être la force, qui montre la force du peuple. Et la stratégie derrière ça, c'est qu'il s'agit simplement de marginaliser l'Ouest, comme ils le font déjà depuis des années, de marginaliser le littoral qui est le bastion du MRC, de délégitimer le Grand Nord en présentant Issa Chiroma comme étant une fabrique du MRC. S'il vous plaît, que ceux du Grand Nord
m'écoutent et ceux de l'Ouest m'écoutent bien. Ce qu'ils essaient de faire, c'est délégitimer Issa Chiroma en le présentant comme une fabrication de Kamto. Et par là, ce qu'ils vont faire maintenant, c'est essayer de raviver les égos régionaux, tribaux, si vous voulez même dire, pour pouvoir créer ou bien empêcher ou briser toute solidarité entre transrégionales, probablement entre le Grand Nord et le Grand Ouest. Pourquoi? Parce que ce que ces élections ont montré, c'est qu'il y a, et j'ai toujours dit, et je l'avais toujours dit même avant ces élections, en privé, je fais des analyses, mes amis sont là, ils savent, ceux qui écoutent, ils savent que j'ai toujours dit en privé, que c'est l'alliance Nord, Grand Ouest. Il n'y a rien qui peut être fait. Mais il faut des leaders pugnaces. Issa Chiroma en est l'un. Est-ce que Maurice Kamto est un leader pugnace? Ça, pour moi, je ne sais pas. J'ai mes doutes là-dessus. Je sais que je vais frustrer quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir, mais je dis simplement, Issa Chiroma, à mon avis, a prouvé qu'il est un leader pugnace. Il faut un leader pugnace qui vient également du Grand Ouest. Voilà. Parce que dès lors qu'il y a cette alliance, et cette alliance doit le maintenir, moi c'est une alliance qui, à mon avis, je parle ici, je vous en prie, je suis ici dans le domaine pur de la réelle politique. S'il faut parler comme ça, c'est une alliance qui est presque imbrisable, parce qu'il y a des similarités régionaux. À travers ces deux grandes régions, il y a des similarités culturelles, il y a des similarités religieuses, c'est un fait. Et le trait d'union entre ces deux-là, c'est le Noun, le Fumban et tout. Il y a une relation entre ces deux peuples depuis des millénaires. Ça, ce n'est même pas, ça se voit dans leur culture, dans leur approche du travail, dans leur approche de l'économie, voilà, dans leur approche de la relation à la transcendance, c'est évident. Donc, il y a beaucoup de similarités entre ce groupe. Donc, ce qu'ils veulent maintenant faire, les incompétents, c'est briser ces solidarités transnationales et encore disséquer le Cameroun comme ça pour pouvoir régner. Dieu merci. Ici, la vigie que je représente et d'autres vigies, nous sommes là justement pour attirer l'attention. On leur dit non, c'est fini. On sera là maintenant pour montrer et dire que voilà ce qui se passe, de telle manière que les leaders, les hommes qui sont dans l'action, la politique politicienne, savent comment se comporter. Bien, je dirais donc que la stratégie dans ce pouvoir faire ça et briser toute solidarité transrégionale. Mais ce qu'ils font n'est pas nouveau. Il faut le dire que dans le passé, le régime Biya a utilisé les interdictions, les arrestations et les prétextes administratifs pour fragmenter l'opposition. Ça, c'est pas besoin. En 1984, après la tentative de coup d'État, des figures comme Issa Chiroma été emprisonnées pour pouvoir neutraliser toute alternative. Il y avait d'autres leaders du Nord qui ont été emprisonnés comme ça, et d'autres figures qui avaient un potentiel d'émergence qui ont été complètement neutralisés. Et c'est ce qu'ils vont faire. Après, justement, cette élection, ils ont fraudé ou ils se sont sentis vraiment menacés. Et ce qu'ils vont faire, ils vont essayer d'identifier pour neutraliser tout cela. Donc, dans l'histoire mondiale, ce n'est pas nouveau. Les mêmes méthodes ont été utilisées. Les régimes d'apartheid d'Afrique du Sud interdisaient les rassemblements de l'ANC. Les dictatures ici en Amérique latine invoquaient, c'est plus tellement le cas aujourd'hui, mais elles invoquaient la sécurité nationale pour étouffer les partis populaires. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que, et je ne sais pas, c'est pas moi qui le dis, il y a des penseurs comme Hannah Arendt, la grande, l'un des grandes têtes de la philosophie politique, du moins en ce qui concerne le libéralisme. Ainsi, nous rappelle que la légalité n'est pas toujours la légitimité. Un pouvoir peut être légal sur le papier, mais injuste dans la réalité. N'est-ce pas le cas du Cameroun? C'est le cas. C'est le cas du régime Biya. Des années de fraude. Voilà. Légal sur le papier, mais injuste, complètement injuste. Même pas légal sur le papier. Voilà, injuste dans la réalité. C'est ça. Et Rousseau disait que la souveraineté appartient au peuple, mais pas au décret administratif. Interdire une convention politique, c'est nier le contrat social. C'est transformer la loi en un instrument de domination au lieu de la mettre au service de la justice. Et je rappelle encore cette définition de la justice. La justice sert, j'aime bien cette définition du philosophe ici, Cornel West, la justice c'est l'amour dans l'espace public.
Je reviendrai là-dessus. Dans la Bible, les prophètes n'ont pas attendu l'autorisation des rois pour dénoncer l'injustice. Je rappelle encore, les Camerounais qui se présentent religieux, chrétiens, il y a tellement d'assemblées au Cameroun, il y a tellement d'églises, je ne sais pas quoi, éveillées, tellement de gens qui se prétendent, je ne sais pas, catholiques ou quoi que ce soit. Mais démontrez que vous avez été vraiment à l'école des prophètes. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Le prophète, ce n'est pas celui qui voit. Pardon, arrêtez cette définition. Le prophète, ce n'est pas celui qui voit. Non, 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 non. Le prophète, c'est celui qui a vocation à transformer l'individu. C'est ça un prophète. Je répète, le prophète n'est pas celui qui dit. D'abord, on ne va même pas simplement à l'école pour dire Dieu. Non, 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 non. Dieu ne s'apprend pas à l'école. Je vous en prie, pardon, laissez cette théologie-là. Bon, excusez, c'est un autre débat. Mais je veux dire seulement, le prophète, c'est celui qui transforme les autres. C'est ça un prophète. Puisque vous êtes à l'école des prophètes et vous préférez être à l'école des prophètes, le plus grand prophète, le plus grand transformateur, ce serait Jésus, qui a été ascendu à la divinité. Mais dénoncez l'injustice. Vous êtes nombreux, vous dénoncez l'injustice. Ceux qui parmi vous qui prétendent être des prophètes, là, soit de Jésus ou bien d'autres prophètes, de toutes les églises, universités, dénoncez l'injustice. Regardez, ne soutenez pas simplement par, je vais dire, identité ethnique ou tribale. Non, non, je vous en prie, c'est très limité, c'est très provincial et c'est très primaire. C'est très primaire. C'est même animal. Soutenez parce que vous voyez également que celui que vous soutenez remplit, apporte l'amour dans l'espace public qui est la justice. Si ce n'est pas fait, ne soutenez pas cette personne. Voilà une grille religieuse qui est très importante. Il ne faut pas dissocier, j'insiste encore là-dessus, il ne faut pas dissocier votre compréhension et votre transformation, parce que c'est la religion qui est là pour transformer, pour aller dans une espèce bête, l'individu brut, à le transformer en quelque chose de doré. Voilà. Il ne faut pas négliger cette transformation-là parce qu'elle est même plus essentielle que n'importe quoi d'autre. Et elle est conséquente. Par conséquent, je répète, ceux d'entre vous, faites comme les prophètes dans la Bible, n'attendez pas l'autorisation des rois pour dénoncer l'injustice. Pas du tout. Dénoncez l'injustice quand vous la voyez. Et je vous ai donné une définition assez appropriée dans le domaine des affaires publiques. L'injustice et la justice, c'est l'amour apporté dans l'espace public. Y a-t-il amour quand le régime des Biya marginalise et empêche des régions entières du Cameroun de s'exprimer? Y a-t-il amour quand des gens se retournent juste pour des allégeances animales, et par conséquent tribales uniquement? Je reconnais, l'homme naturellement inclinant à celui qui lui ressemble, c'est une raison. Oui, mais un homme développé. Voilà pourquoi les indicateurs de développement humain. Les hommes se ressemblent, mais ils ne sont pas développés de la même façon. Un homme qui prétend déjà être un peu plus développé passe au-delà maintenant de ses instincts primaires et commence à élargir son champ de vue. Ce ne s'agira plus que je soutiens un camp tout simplement parce qu'il est bamileke ou bien je soutiens Biya simplement parce qu'il est du centre. Non. Je soutiens Camp peut-être parce qu'il représente celui qui me montre de par ses actions et de par ses propos qu'il est en plus d'apporter la justice qui est l'amour dans l'espace public, qui est en plus d'apporter le bien-être dans l'espace public. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, mes chers compatriotes. Donc, dans l'islam, la justice est une valeur centrale. Encore l'amour, c'est une valeur centrale. Et l'obéissance cesse quand le pouvoir devient oppresseur. Quand un pouvoir oppresse, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a plus d'amour à l'intérieur. Il vous empêche la possibilité de vous exprimer et de réaliser votre potentiel, d'accueillir même et de devenir même Dieu. La Russie, c'est Staline, on empêchait aux gens d'être religieux. C'est terrible. Vous avez compris? Donc, il empêche votre potentiel en vous limitant votre possibilité à mieux gagner votre vie. Parce que d'abord, vous devez nourrir ce corps. Si vous ne nourrissez pas ce corps, comment vous allez célébrer Dieu? Excusez-moi. Comment est-ce que vous allez célébrer Dieu? Parce que votre préoccupation et toute votre tête sera d'abord sur ce qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus, je veux dire, comment non, de charge
il faut parler de charge pondérale sur vous, c'est ça votre corps. Libérez-vous d'abord des besoins de suivi. Mais ce qui s'est passé, c'est que le régime Biya s'est assuré à ce que le Camerounais ne dépasse pas un certain niveau de suivi. Je peux vous démontrer comment. Je vous le demande simplement parce que le Cameroun représente encore le plus grand employeur et le secteur privé, il n'a pas fait grand-chose pour rendre le secteur privé prospère au Cameroun. Parce que si vous rendez un secteur privé prospère, vous n'avez plus tellement, vous avez une grande population, majeure partie de la population qui ne travaille pas pour le gouvernement et par conséquent, vos leviers de contrôle diminuent. Mais c'est ce qui s'est arrangé à faire pendant 43 ans. Détruire, empêcher une dynamisation, une vitalisation du secteur, un dynamisme du secteur privé, mais s'arranger à ce que le gouvernement reste un acteur, sinon l'acteur le plus important en termes d'emploi et même dans l'activité économique. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils font? Est-ce que vous voyez le côté diabolique de ça? Donc, je vous dis, et voilà où vous vous retrouvez quoi? À l'informel. Qu'est-ce que vous pouvez gagner à l'informel? Vous n'avez pas de sécurité sociale. Vous avez un pain qui ne nous amène pas grand-chose. Vous suivez. Et lorsque vous suivez, vous n'avez pas le temps de vous développer, de raffiner vos pensées, raffiner votre système, de comprendre qu'on vous manipule avec les mots de paix. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas ça parce qu'on vous a réduit encore la pauvreté. Vous dépensez tellement d'énergie chaque jour, chaque semaine, juste pour vous nourrir, que vous n'avez même pas le temps d'affiner et de développer d'autres aspects et potentiels en vous. Voilà le système de contrôle dans lequel on nous a mis. Voilà. Donc, pour ceux qui, non seulement qui sont chrétiens, pour ceux qui se déclarent être des gens du prophète chrétien, comme même des prophètes musulmans, dénoncez l'injustice. Dénoncez l'injustice. Parce que je viens de vous démontrer comment cette injustice, lorsqu'elle se transforme en prospérité et ainsi de suite matérielle, lorsque ça crée le rejet de l'autre, le disenfranchising d'une partie de la population, où ça vous mène? Ça ne vous mène pas à votre prospérité. Ce n'est pas pour rien que même dans la philosophie africaine d'Afrique du Sud, de Southern Africa, Ubuntu, on dit je suis parce que vous êtes. Ah, mais c'est vrai, il y a une relation dans tout cela. Donc, par vos choix, vous êtes responsable également du malheur dans une certaine mesure. Ou bien il faut utiliser le mot des Asiatiques. Le karma collectif, ça existe. Hein? Ça existe. Le karma collectif ne vient pas, par exemple, de divin, non. C'est la résultante. Comme disait quelqu'un d'une très grande autorité, le karma n'est que, l'effet résiduel de vos actions. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi je vous entraîne et vous encourage énormément, vous autres, et qui sont également dans la foi, et dans la religion, de pouvoir amener ce message-là dans la sphère publique. Ce n'est pas à dissocier. Ça fait partie de vous. Donc, l'islam dit donc que c'est une valeur la justice est une valeur centrale et l'obéissance cesse quand le pouvoir devient l'oppresseur. Donc, instrumentaliser le mot paix pour maintenir la justice, c'est une manipulation, je le dis encore, spirituelle. La vraie paix, ce n'est pas un silence imposé, pas du tout. La vraie paix, c'est la justice vécue, c'est l'amour vécu. Voilà, la véritable paix existe. On ne décrète pas la paix en tant que non. La paix est une résultante du fait qu'il y a un certain bien-être, qu'il y a un fait que les gens se sentent acceptés, du fait que les gens se sentent, qu'ils se réalisent d'abord à l'échelle des besoins, par exemple des besoins physiologiques d'abord. Dès que les gens commencent à réaliser qu'ils se réalisent là, et qu'ils se sentent acceptés, vous allez voir qu'il y a une histoire, une création on peut créer une atmosphère de paix. Et même encore là, c'est toujours fragile. Parce que la condition des êtres humains change. Et tellement, elle change avec le temps. Et comme voilà et tout. Et l'être humain, on y va. Ça fait que la paix est toujours quelque chose. C'est un travail continu pour pouvoir la préserver. Mais, la paix n'existe pas. Par elle-même. Lorsque vous parlez de paix, voyez également de l'autre côté, si vous voulez utiliser le mot la guerre, vous voyez bien de l'autre côté la violence.
Ça existe. Ou bien voyez, ne voyez, je ne veux pas dire le mot. Lorsque vous parlez de paix, voyez de l'autre côté la turbulence. Regardez même votre propre mental. Aujourd'hui, vous êtes en paix, demain, ça turbule un peu, il y a trop de pensées qui érodent, vous devenez un peu fatigué, vous devenez un peu... Regardez, cette dualité, c'est ce qui est en ce moment. C'est à cette dimension-là que nous vivons. Pour pouvoir établir une situation où il y a un calme permanent, ça demande du travail. Et parfois, ça demande de la violence. Quand Jésus disait le royaume des cieux appartient aux violents, je veux répéter, la paix appartient aux violents. La paix appartient, je répète encore, la paix appartient aux violents. Donc, voilà ce que j'avais dit. Je vais maintenant un peu m'arrêter sur la déclaration d'Albert Zongan. Zongan aurait dit, hein, le MLC prendra le pouvoir pacifiquement et par les unes aussi longtemps que cela prendra. En surface, cela semble noble. Mais dans le contexte camerounais, c'est dangereux. Le régime monopolise la violence, contrôle et les camps, utilise le mot paix comme bouclier pour rester éternellement au pouvoir, entendre indéfiniment, c'est jouer le jeu du régime. C'est là où je m'interroge dans ce monsieur Zonga. Et je me permets maintenant de dire qu'il faut l'émergence d'une nouvelle élite dans la classe politique. Parce que tous ceux qui existent ont déçu. Tous, je répète, tous, ils ont déçu. Il y en a, ils sont là. Mais ils n'ont même pas, peut-être ils ne croient même pas qu'ils ont la capacité, mais il faut que les circonstances se créent pour révéler justement de quoi ils sont capables. Comme ça, c'est le cas dans le cas du Chiroma. Mais le reste, il y a une chose que je vais également précipiter. N'entrez pas en politique. Il y a des politiciens qui utilisent la politique juste comme un moyen de se nourrir. Ils sont nombreux. Il y a des jeunes hommes en qui les jeunes ont cru qui se retrouvent être un Kodak 2. Je le disais depuis qu'ils allaient être un Kodak 2. Et ceux qui me connaissent et qui m'écoutent, avec qui j'ai eu des conversations comme ça en aparté. Vous avez vu, non? Vous avez vu, je vous disais ça depuis à peu près 2 ans, que ce monsieur, ce sera un Kodak 2. Il est Kodak 2. Il est Kodak 2. Ce sont des gens qui cherchent leur pain. Gagner leur 1 million ou petit 2 millions. Et voilà. Et ça va. Et se donner voilà. Et devient voilà, roi au... comment on appelle, le bon est roi au pays des aveugles. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, il faut laisser, moi je peux pas, moi je n'ai pas, comme le dit, comment ça s'appelle, Marlon Brando dans The Godfather, je n'ai pas un problème de la façon dont un homme gagne sa vie. Moi j'ai un problème de la façon dont ça gagne sa vie. Si vous gagnez la vie au prix des autres, c'est un problème pour moi. Si vous gagnez la vie en causant du mal à l'autre, c'est un problème pour moi. C'est comme si vous gagnez votre vie en tuant les gens. Ça, c'est un problème pour moi. Et tuer, vous pouvez tuer quelqu'un physiquement, vous pouvez le tuer spirituellement, vous pouvez le tuer indirectement, mais ça se passe comme ça. Donc, il faut donc que lorsque vous vous engagez aux jeunes qui essaient d'entrer la vie politique, malheureusement, c'est un espace où vous engagez pour servir le peuple. Vous avez décidé, vous pensez que vous avez du potentiel pour rendre la société dans laquelle vous rendez meilleure. Et vous tirez votre joie en le faisant. Vous tirez votre bonheur en le faisant. Et bien évidemment, vous serez également récompensé parce que vous avez un salaire, vous avez un revenu. Si vous êtes compétent dans ce que vous faites, vous allez le faire. Et bien évidemment, la vie politique demande une certaine sagacité, une certaine agilité et une certaine cleverness. C'est vrai. C'est vrai. Parce que quand vous dealez dans la vie politique, vous dealez avec toutes sortes d'animaux. Je dis souvent, c'est le seul travail du monde où tu n'as pas besoin d'apporter, je ne sais pas, ton CV. Non. Entre dans la politique, tous les quartiers entrent. Tu sais simplement bavarder, tu entres. Tu sais crier, tu entres. Voilà pourquoi on a tellement plein d'idiots dans la vie politique. C'est vrai. La vie, 80% sont des idiots. Je répète, des idiots. Ne vous laissez pas tromper par leur veste. Ce sont des gangsters en veste. Ce sont des gangsters en veste. Ne vous laissez pas. Je vous dis ça, les gars. Ouais, gangsters en veste. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mais il y a 20% qui travaillent vraiment pour le pays, qui travaillent vraiment pour
qui sont cyniques, quand il faut être cynique, qui sont mais au service du développement, du bien-être de ceux qui servent. On peut les citer, est-ce que j'ai besoin? Vous les connaissez tous, il y a des grands. Je commençons par mon pays, dans mon pays ici. Il y avait des gens que je respectais, il y avait les Kennedy par exemple. Il y avait Robert qui est mort de cancer, je respectais. John McCain, qui, bon, j'avais son langage guerrier, mais je respectais qu'il travaillait pour sa cause. Il y a plein, il y a plein d'autres. En Russie, vous voyez Poutine, comment il travaille. Et Sergei Lavrov, comment il travaille. Je prenais Kagame, vous pouvez dire tout ce que vous voulez de lui, mais Kagame, c'est un homme politique, respect, c'est un homme politique, c'est un chef d'État. Voilà. C'est un chef d'État. Voilà, c'est un chef d'État. Voilà des gens comme ça. Et ouais, vous regardez en Afrique, regardez par exemple Ibrahim, le colonel Goïta. Ce sont des gens, quand vous sentez qu'il y a quelque chose derrière eux. Ils sont prêts à faire le nécessaire pour pouvoir mener le peuple d'ici à là. Et vous le sentez. Je vais vous aider, hein, je vais vous donner des noms. Hein, je vais vous donner. Je vais vous prendre en Afrique, en Europe. Je vous prenais Victor Orban, oui, voilà, voilà quelqu'un. Il y avait qui? Il y avait Angela Merkel, oui, c'était quelqu'un. Voilà, je vous ai donné quelques-uns. Si vous prenez la Chine, là-bas, c'est le domaine d'excellence, hein, dans ce domaine-là. Voilà, donc voilà des exemples pareils pour essayer de vous éclairer. Si ça peut vous aider. Donc, continuons. On a été donc, je disais donc, attendre effectivement se réjouir le régime de Dieu. L'histoire montre que les dictatures ne tombent pas simplement par la patience, mais par la pression populaire. Voilà d'où l'importance de maintenir cette pression qui a commencé juste après les élections, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il faudrait. Cette pression-là doit continuer par les factures internes et par la solidarité internationale. Prenez le régime d'apartheid comme un tombe. Comment même le monsieur Ouattara, je ne suis pas son partisan, mais comment quand il revient en Côte d'Ivoire, la pression internationale plus la pression populaire, mais là, c'est une facture interne. Et regardez comment est-ce qu'on renverse Kadhafi. Nous, on aime tous Kadhafi, on aimait tous Kadhafi, malheureusement. Là, on crée une certaine pression populaire, on débarque maintenant l'OTAN à l'intérieur, ainsi de suite. Vous voyez, c'est une espèce de triptyque qui doit toujours être mêlé. Je répète, la pression populaire, la fracture interne et maintenant la solidarité internationale. Donc, voilà ce qui est nécessaire pour pouvoir le faire. Donc, revenons, je dois dire que l'interdiction de la convention du MLC est juste une manœuvre calculée pour diviser et affaiblir l'opposition. Le discours de paix risque, si ça continue comme ça, et c'est là où je m'interroge encore sur Zongan, pour dire que ce risque de neutraliser l'énergie militante qui existe en ce moment et renforcer la stratégie du régime. C'est là où je pose la question. Monsieur Zongan, pour qui jouez-vous? La vraie tâche de l'opposition est de rester non violente aussi longtemps que possible, mais ferme et en confrontant la manipulation de la légalité et le monopole de la force. Là-dessus, un opposant doit être ferme. Voilà pourquoi l'opposant, je veux dire, la politique n'est pas un jeu de, comment on appelle, ce n'est pas un monde, it's not a bed of roses, ce n'est pas un lit de roses, ou un matelas de, je sais pas, un lit de roses, non, c'est pas un lit de roses. C'est pour des gens d'une certaine pugnacité, d'une gens d'une certaine sagacité, d'une gens d'une certaine agilité, d'une gens d'un certain pragmatisme. C'est ça. Il ne s'agit pas d'avoir un titre de docteur et par conséquent, parce que vous êtes docteur, vous êtes bon en politique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ou bien parce que vous êtes professeur, vous êtes bon en politique. Non, ça n'équate pas directement. Tes capacités académiques ne translate immédiatement en prouesse sur le plan et en compréhension, pragmatisme politique. Pas du tout. Pas du tout. Avoir le jeu de l'intellect, pouvoir associer des informations, les analyser et remettre, c'était différent. Parce que le mental est composé de plusieurs capacités. Il y a l'intellect, il y a plein de choses, il y a le feeling, il y a tellement d'autres. Mais on a tendance à mêler, à croire que ce sont les choses. Non, c'est pas pareil.
C'est vrai, il faut avoir un certain savoir. Et voilà pourquoi on pense toujours que celui qui a un PhD ou bien qui est un professeur ou un enseignant, regardez comment la plupart d'entre eux ratent même les analyses sur le plan derrière la politique. Observez. Observez. Est-ce que j'ai besoin de vous citer les noms? Observez vous-même. Parce que vous croyez que c'est parce que quelqu'un a une certaine habilité à jouer avec les concepts et une certaine bonne mémoire et qui peut rassembler les informations, que ça veut dire que cette personne est capable de comprendre le réalisme, le pragmatisme. Non, non, pas du tout. 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 Je connais par exemple un très grand, vous le connaissez, un très grand enseignant au Cameroun de lyrique. Moi, je ne sais pas si j'ai son nom. Il est très bon. Il est très bon. Il peut enseigner les concepts, ainsi de suite. Mais je ne pense pas qu'il peut exister sur le plan de la politique. Vous avez compris? Ils sont nombreux là. Mais ce sont ceux-là que vous écoutez beaucoup plus. Oui, il faut les écouter parce qu'ils vous apportent un peu la connaissance qui vous permet d'avoir un réagir. C'est très important. Mais ne pensez pas que c'est ceux-là qui peuvent le faire. Mais sinon, mais où est-ce que pourquoi le Cameroun se trouve toujours dans cette situation, je veux dire, dégénérescence-là, avec tellement de PhD et de docteurs? Faut vous interroger. Il faut vous interroger, mais pourquoi? Pourquoi? Tous les jours, vous appelez les gens docteurs, mais regardez à quoi votre pays ressemble. S'il vous plaît, il faut vous débarrasser de cela. Il faut vous débarrasser de cela. L'intelligence, ce n'est pas ce que vous croyez. L'intelligence, c'est la capacité à pouvoir être créatif en répondant aux problèmes auxquels on face. C'est ça l'intelligence. Maintenant, ça a plusieurs aspects. Mais voilà l'intelligence. Ce n'est pas, tu vas à l'école, tu récites, tu fais ceci, tu deviens, ou bien tu es recteur de l'université. Non, parce que tu as appris dans le domaine académique les stratégies pour pouvoir passer les enseignements et tu as appris un peu de management pour pouvoir organiser cela. Non, oui, 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 ça peut translater maintenant. Si à travers tout cela, tu es capable d'incorporer d'autres éléments, ça peut translater. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. On demandait, je vais vous donner encore un exemple. On demandait, ça s'appelle comment là? Ça s'appelle comment? Ça, Karl Marx. Il a sorti ses grandes idées sur le communisme, et ainsi de suite. Il a sorti cette trouvaille. On lui demandait, mais concrètement, comment ça s'appliquait. Karl Marx a dit que ça, c'est pas son problème à lui. Pour répondre de façon vulgaire, je n'aime pas les mots exactement, mais ceux qui le savent le savent. Il a dit que ça, c'est pas son problème. Lui, il a sorti le concept, c'est vous qui allez trouver un moyen d'implémenter. Vous avez compris? Voilà pourquoi il y a des idéologues dans toute société. Des gens qui sont capables de créer la vision et vous amener. Et maintenant, de ceux qui sont capables d'écouter de cela, les pratiquer. Il faut faire cette différence. Et même ceux qui sont capables de créer la grande vision, ils sont rares. Ils sont rares. Ils sont rares. Faites très attention. Ils sont rares. Ils sont rares. Mais je suis en train de digresser là-dessus. Donc, je voudrais donc terminer pour dire donc la tâche de l'opposition, c'est rester non violente aussi longtemps que possible, mais ferme en confrontant la manipulation et la légalité et en confrontant le monopole de la violence. La solidarité internationale ou bien transnationale qui est incarnée par moi et par tous les autres que je connais et qui existent, ils sont nombreux. Et notre devoir en ce moment, et par rapport au problème que j'ai souligné aujourd'hui, et je suis en train de débattre en ce moment, est de rappeler que la paix sans la justice, c'est une illusion et que la démocratie, je n'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'il a été galvaudé, il a été récupéré sur le plan géopolitique et des gens se sont accaparés de ça pour faire un instrument également de domination des autres. Je veux dire, la bonne gouvernance sans la liberté, c'est une prison. C'est notre travail, pour ceux qui sont dans la diaspora, de rappeler cela en essayant d'apporter notre contribution à la création d'un Cameroun nouveau. Je vous remercie pour votre attention. Ça, c'est la première, la plus longue de toutes les vidéos que je fais. Généralement, j'essaie de faire l'effort de les limiter à 4-5 minutes. Mais comme je vous dis, parfois vous engagez des choses et voilà, je veux dire, l'expression devient complètement organique et ça prend son propre cours. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé la valeur dans cela. Je vous en prie, partagez. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.